Dans cette deuxième partie de l'entretien, Daniel interroge Bernard sur la certitude que l'on ressent lorsqu'on vit une passion ou qu'on est engagé dans un domaine qui nous est essentiel. Bernard explique que cette certitude est due à l'inconscience de l'être humain. Si l'ego était conscient et vivait au niveau de l'esprit, il n'aurait pas besoin de la certitude basée sur les expériences passées. Cependant, lorsque l'homme est inconscient, sa certitude est le résultat de la pression de l'âme sur sa conscience. C'est l'âme qui pousse l'être dans une direction et lui fait vivre des expériences valables, même si elles ne sont pas nécessairement bénéfiques pour l'ego. En revanche, un être conscient, qui a une conscience mentale plus élevée, n'a pas besoin de l'impulsion passionnée de l'âme. Sa certitude vient de sa connexion mentale avec sa source et il agit en fonction du timing et de la clarté de son esprit. Ainsi, la vie d'un être conscient est une ligne droite et équilibrée, tandis que celle d'un être inconscient est marquée par des hauts et des bas. L'ego, l'âme et l'esprit sont les trois paramètres qui font la différence entre ces deux types d'êtres. L'homme sur Terre vit une vie conditionnée par les forces de l'âme, ce qui l'empêche de vivre selon ses propres désirs. Il est influencé par des humeurs animiques, ce qui le pousse à faire des choix basés sur des préférences psychologiques. En revanche, un homme conscient prend des décisions éclairées par la lumière de la conscience. Pendant des millénaires, l'homme a été assujetti aux forces de l'âme, ce qui l'a maintenu dans un état d'inconscience. L'auteur évoque également l'illusion du libre arbitre, soulignant que si un homme était conscient dans son esprit, il pourrait défaire certaines prédictions. L'intelligence créative est perçue comme une illusion, car l'intelligence de l'homme est canalisée à partir du plan de l'âme. Le mythe selon lequel les artistes doivent souffrir est également contesté, car la souffrance dans les activités matérielles est simplement une expérience de l'âme et non une nécessité. L'auteur conclut en expliquant que les structures psychologiques de la connaissance, issues de nos philosophies et de nos systèmes de pensée, empêchent l'ego de s'épanouir pleinement. Ainsi, il est normal que l'homme sur Terre ait besoin de passions fortes pour vivre des expériences intenses, même si cela l'amène à souffrir. Dans cette discussion entre DM et Boulevard M, ils abordent le sujet du désir et de son impact sur la vie humaine. Ils soulignent que les religions ont souvent décrit la Terre comme une vallée de larmes, ce qui suggère que les souffrances et les difficultés font partie intégrante de l'existence. BDM affirme que le désir est une aberration psychologique de l'ego, qui l'empêche de vivre pleinement à travers l'âme et la lumière de l'esprit. Il donne plusieurs exemples pour illustrer cette idée, soulignant que le désir est basé sur le besoin de sécurité, de possession, de pouvoir, etc. DM interroge ensuite BDM sur l'influence des entités sur le désir, et BDM explique que les entités se servent du désir pour manipuler l'ego en créant un canal d'énergie. Les personnes qui perdent le désir peuvent tomber en dépression, car elles ne trouvent plus de compensation dans leur conscience mentale. BDM suggère que la conscience des besoins peut remplacer le désir, car elle est plus rationnelle et permet d'utiliser l'énergie de manière constructive. En conclusion, il souligne que se créer des besoins basés sur les désirs est une illusion et que les besoins réels sont liés à l'équilibre psychique des centres. BDM mentionne également que l'homme peut vivre toute sa vie en suivant les besoins réels, sans céder aux désirs qui conduisent à une gratification éphémère. L'homme ne serait jamais malade s'il utilise son énergie intelligemment et suit ses besoins qui font partie de son intelligence créatrice. La maladie vient du fait que nos désirs sont amplifiés ou sabotés. Lorsque nos désirs sont amplifiés, nous vivons trop intensément, tandis que lorsque nos désirs sont sabotés, nous perdons le goût de vivre. Vivre trop signifie mesurer la valeur de sa vie en fonction d'expériences ou d'événements extérieurs qui nous donnent l'impression de vivre. Ne pas vivre signifie avoir la crainte d'exprimer son énergie à travers des événements et être retenu par les forces astrales de l'âme. Ces excès de trop vivre ou de ne pas vivre servent l'astral en ramenant toujours l'homme vers le monde de la mort. La mort fait partie de la conscience psychologique de l'ego, mais lorsque l'homme aura vaincu l'astral, la mort n'existera plus pour lui. Il ne retournera pas à l'astral, mais ira vers l'éther. La différence entre la mort astrale et la mort éthérique réside dans le fait que lorsqu'un homme meurt, il retourne au monde des esprits, où il n'y a pas d'expérience de l'intelligence, seulement de l'âme. Il est donc dangereux de s'attacher à la connaissance des esprits, car ils ne connaissent pas les lois de la vie et peuvent tromper l'homme. Sur une planète expérimentale comme la Terre, l'homme n'a pas besoin de sagesse, car il ne peut pas la comprendre. La sagesse est une désinformation spirituelle qui maintient l'homme dans l'inconscience astrale. Pour éviter cela, l'homme doit communiquer avec le plan mental et comprendre pourquoi certains individus sont devenus des petits saints incarnés sur Terre. En résumé,
l'homme doit utiliser son énergie intelligemment, suivre ses besoins et communiquer avec le plan mental plutôt que le plan astral pour éviter de vivre trop intensément ou de perdre le goût de vivre. Il doit également se méfier des illusions de sagesse et se tourner vers le plan mental pour trouver la compréhension réelle. Selon Bernard de Montréal, l'homme ne peut pas se fermer lorsqu'il est en communication avec les mondes des esprits. C'est en prenant conscience de cette réalité et en s'ouvrant à cette communication que l'homme pourra accéder à la connaissance véritable. À ce moment-là, il n'aura plus besoin de vivre dans le monde des désirs, car les désirs font partie d'une arnaque astrale. Les désirs seront remplacés par des besoins à mesure que la conscience mentale et cellulaire de l'homme s'élèvera. Vivre ces désirs n'est pas dangereux, cela fait simplement partie de l'expérience de l'âme. Par exemple, une personne amoureuse de son boss au travail vivra cette expérience intensément, ignorant toutes les raisons rationnelles pour ne pas être avec lui. Les désirs sont des expériences astrales intenses, mais ils peuvent être lâchés lorsque la situation devient trop compliquée ou inconfortable. Bernard de Montréal souligne également la différence entre les besoins, qui sont toujours intelligents, et les désirs, qui peuvent être aveugles. Il explique aussi qu'il est préférable de ne pas être passionné, car cela peut nuire à l'intelligence et mener au fanatisme. L'esprit est neutre et n'a pas de passion, c'est ainsi qu'il évite les excès. Lorsqu'on est dans l'esprit, on est toujours dans la lumière et cela crée une intensité vibratoire. Cette intensité se manifeste lorsque l'on parle de sujets intéressants et suscite passion et énergie. Dans la vie quotidienne, on peut toujours être dans cette énergie, que ce soit dans le travail, les relations ou toute autre activité. Au fil du temps, on s'habitue à cette intensité et cela devient notre état normal. Un besoin peut s'astraliser lorsque l'on n'a pas encore compris pleinement la loi de nos besoins. Cela signifie qu'on n'a pas la certitude que notre besoin soit en accord parfait avec notre vibration. L'astralisation des besoins peut se retrouver dans tous les aspects de notre vie, tels que nos achats de vêtements, le prix des chaussures, ou même le type de voiture que l'on choisit. Plus on devient conscient, plus nos besoins deviennent subtils et définissables, mais ils vont au-delà des limites. Ils n'ont pas de fin, mais ils ont une synchronicité. La pauvreté existe sur Terre car l'homme ne connaît pas réellement ses besoins, il ne connaît que ses désirs. On ne peut pas s'enrichir véritablement à travers les désirs. Par contre, avec les besoins, il est inévitable de s'enrichir constamment, car il faut constamment ajuster notre vibration à un niveau supérieur. L'enrichissement ne concerne pas uniquement l'aspect monétaire, mais aussi la santé et le bien-être dans tous les aspects de notre vie. L'homme conscient connaîtra ses besoins et ne pourra que passer par ceux-ci pour découvrir la beauté de sa propre vie. La vie en soi n'est pas belle, car elle est entachée par les conditionnements et les égrégores présents sur Terre. Si l'on se base uniquement sur les désirs, on peut vivre une vie intéressante et passionnée, mais on restera toujours dans l'expérience et on vieillira sans jamais atteindre la conscience supérieure. Cependant, avec l'émergence de la conscience supramentale, la science de cette conscience se développera et se répandra dans le monde. Les hommes seront touchés par cette science et commenceront à se connecter à eux-mêmes pour passer de la pensée à la communication. Dans ce discours, Bernard de Montréal utilise une métaphore de la radio pour expliquer que l'homme est un être multidimensionnel, composé de différents plans subtils. Il souligne que l'homme est souvent limité par sa perception et croit que tout ce qui le concerne se passe uniquement dans le plan matériel. Cependant, il existe d'autres plans tels que l'éthérique, l'astral et le mental, dans lesquels des intelligences travaillent à l'évolution de l'homme. Bernard de Montréal affirme que ces connaissances ont été cachées pendant des siècles, mais commencent maintenant à sortir. Il souligne l'importance pour chaque individu de vérifier par lui-même ce qui se passe autour de lui, afin de ne pas se laisser influencer par les autres. Il exhorte les gens à se méfier des domaines occultes du mental et à utiliser leur propre discernement pour juger des personnes avec lesquelles ils entrent en contact. Il insiste sur le fait que l'homme ne peut plus se permettre de croire aveuglément et qu'il doit rester vigilant, surtout à l'approche d'une rencontre avec d'autres civilisations. En fin de compte, Bernard de Montréal estime que l'homme doit se connecter à sa conscience mentale afin de connaître ses besoins véritables et de faire la distinction entre ceux-ci et ses désirs. Il affirme également que chaque homme a une intelligence qui veille sur lui et lui fournit ce dont il a réellement besoin. Chaque être humain a un esprit, une source, un principe cosmique, un moi cosmique, et un principe universel. Il est total et global, mais doit encore découvrir sa globalité et son intégralité.
Chaque être a un être qui s'occupe de son évolution depuis le début de l'évolution de son âme, et un jour, il doit fusionner avec cet être. Peu importe le temps ou l'endroit, cette fusion se produira. L'homme est composé de plusieurs corps matériels, éthériques, astral et mental qui, lorsqu'ils se réunissent, lui permettront de passer à une autre dimension. L'homme conscient, multidimensionnel, supramental et intégral ne peut plus croire, car la croyance est utilisée pour assujettir l'ego et la conscience de la planète. Le Christ est venu pour introduire la vibration de l'amour et établir un lien entre l'homme et son double, sa source. Le problème réside dans l'interprétation et la manipulation des enseignements du Christ par les hommes au cours de l'involution. Les connaissances ésotériques ont été perdues, mais retrouvées partiellement à travers l'ésotérisme mondial. Selon le transcript de l'interview, l'auteur affirme qu'il y a actuellement une recrudescence de la médiumnité et du psychisme à travers le monde. Il prédit que cela conduira à l'émergence de religions psychiques et de cultes psychiques, où les individus se tourneront vers des médiums et des channelings pour trouver des réponses spirituelles. Cependant, il souligne que cette évolution n'est que le début et que l'objectif ultime de l'humanité est de se connecter à sa propre essence et d'être son propre médium. Il avertit que les cultes psychiques sont régis par des forces astrales qui ne peuvent pas fournir la clé de l'évolution de l'homme, qui ne peut venir que de la Terre. Il indique également qu'il faudra du temps pour que l'humanité atteigne cette évolution et que ceux qui y participent actuellement font partie de ce processus. Il rejette l'idée de catégoriser les individus en fonction de leur niveau d'évolution spirituelle et encourage à vivre pleinement sa propre expérience de conscience. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal parle de l'importance pour l'individu de s'occuper de lui-même et de ne pas croire aveuglément les autres. Il explique que croire en sa source signifie dépendre psychiquement du pouvoir d'information télépathique, ce qui peut conduire à être désinformé. Il souligne également que l'ego doit être transparent pour être en contact télépathique avec sa source et éviter d'être motivé par le désir de pouvoir. Il affirme que la croyance crée un underground de pouvoir lié à la fascination de l'ego pour des aspects occultes de la vie suprasensible, et il met en garde contre la magie noire. Il explique que la source vient chercher l'individu et détermine quand il sera en mesure de voir ses besoins. Finalement, il fait la distinction entre l'astral et la source, affirmant que l'astral n'est pas intéressé par le bien-être de l'individu, tandis que la source l'est. Il mentionne l'exemple de Barbara Chapman, une psychologue rationnelle qui a été contactée par des entités astrales pour écrire un livre, et qui a été contrainte d'écrire malgré ses réticences. L'auteur de l'extrait explique qu'il y a différentes façons d'entrer en contact avec des entités spirituelles, notamment par le biais de l'astral ou du double. Il affirme que lorsque l'astral entre en contact avec l'homme, il transmet des messages, mais qu'il s'agit souvent de désinformations subtiles. Il souligne également la différence entre réincarnation et incarnation, ainsi que l'importance de développer une conscience mentale pour pouvoir discerner la vérité. Enfin, il mentionne que l'astral est très présent en Californie et que cela se répandra en Europe. Il explique également que chaque individu a un double et que celui-ci est responsable des possessions astrales, car l'homme est trop influencé par l'astral. Il compare l'astral à des nuages et explique que cela peut se matérialiser sous forme de coques qui entourent les individus. Il conclut en racontant l'histoire d'une personne qui a réalisé qu'elle pouvait passer à travers les objets en se promenant dans la rue. Dans cette conversation, Bernard de Montréal parle de l'évolution de la science et comment celle-ci commence à reconnaître que le corps physique et le cerveau sont plus complexes qu'on ne le pensait auparavant. Il mentionne également que la science traditionnelle a longtemps dissimulé certaines découvertes et que la science paranormale ou paranormale pourrait ouvrir de nouvelles portes de compréhension. Il encourage les gens à ne pas avoir peur d'être différents et à partager leurs expériences et connaissances, car il affirme que de nombreuses personnes possèdent déjà ce savoir. Il souligne également l'importance de l'ouverture d'esprit et mentionne un cardiologue qui se pose des questions sur les expériences de mort clinique. Il affirme qu'il existe des forces psychiques actuellement en éveil sur Terre qui sont si puissantes qu'elles vont provoquer des changements majeurs dans tous les domaines de la vie humaine. Dans cette interview, Bernard de Montréal compare la planète à un petit jardin d'enfants et affirme que nous sommes tous des enfants. Il se rappelle d'un moment en 1969 où il a eu une révélation sur notre manque d'objectifs, et depuis lors, il a gardé le silence. Cependant, 20 ans plus tard, il commence à s'exprimer à nouveau. Daniel Morin fait une blague en mentionnant que Bernard de Montréal parle de lui-même et non de la planète. Malgré cela, Bernard de Montréal affirme qu'il commence à trouver sa voix. L'interview se termine avec des applaudissements.